Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Alors Show. bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc vous êtes sur One Man Show PSTV. Donc comme d'habitude, nous avons notre invité du jour, Monsieur Mokweke, est avec nous dans les studios. Connectez-vous. Donc veuillez partager les choses, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il s'agit de plusieurs générations en même temps. Donc partagez le show, partagez le show, partagez le show les gars. Nous sommes live, nous sommes live, nous sommes live. Donc on partage le show. Connectez-vous. Donc nous sommes avec Monsieur Mokweke en ligne. Vous êtes sur One Man Show. Alors on partage le show, on partage le show, on partage le Connectez-vous. show. On se connecte, on se connecte, on se connecte. On se connecte. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Donc on partage le show. Sans plus tarder, nous allons démarrer Vous êtes directement notre sur show. One Man Show. Donc nous allons dans les studios pour rejoindre Monsieur Mokweke. Donc bonjour à tous, nous sommes un peu pressés par le temps, nous n'avons pas le temps de faire le show, le One Man Show, comme nous avons notre invité. Donc nous serons en direct du Congo ce soir spécialement avec Mr. Christophe Mokweke du Cap. Donc avec lui, avec nous, on sera ensemble, nous allons poser plusieurs questions, il s'agit de plusieurs générations. Et Monsieur Mokweke, vous savez, c'est quelqu'un de très renommé. En d'autres termes, il a un grand CV, un long CV. Donc pendant quelques instants, je vous donne son CV, mais la suite viendra dans le show. À nous, Monsieur Mokweke. Bonjour Monsieur Mokweke, nous sommes en ligne avec vous en ce moment. Donc je vous signale les téléspectateurs, nous sommes en direct depuis Brazzaville avec Monsieur Christophe Mokweke que vous connaissez ici. Donc avec nous, il va passer un bon moment ensemble. Nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons parler de tout et de rien. N'oubliez pas que M. Mokweke, c'est un illustre. Il est congolais, il est frère, il est père. Donc nous devons être indulgents avec tout le monde. Donc ici, nous n'avons pas le temps de, voilà, d'insulter les gens ici. On n'est pas dans cette topic-là d'insulter les gens.
Donc, nous sommes en ligne avec Monsieur Mokweke. Bonjour à vous, Monsieur Mokweke. Bonjour, Monsieur Kayi. Donc, Merci beaucoup et bonjour à tous vos auditeurs, à vous, tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. merci beaucoup. Donc, vous êtes en direct, en ligne avec la diaspora, je veux dire la diaspora congolaise à travers le monde entier. Notamment, vous avez les gens des États-Unis qui vous suivent, la France, la Norvège, le Maroc, un peu en Afrique. Hein. Je crois qu'au Congo aussi, on nous suit. Donc, ma première question, hein, pour commencer cette chronique, je voulais d'abord que vous puissiez vous présenter auprès des téléspectateurs et surtout aux générations congolaises qui sont nées dans la diaspora, qui ne vous connaissent pas vraiment. Merci beaucoup pour cette première question. Je dois dire qu'à la base, je suis un enseignant. Dans les années 60-70, j'ai assuré des enseignements aussi bien au niveau primaire et plus tard au niveau secondaire. Ok, parfait. Mais vous êtes donc, nous allons commencer par notre première Mais question. je dois dire que, en définitive, 50 ans de ma vie ont été marqués par l'histoire politique de notre pays, le Congo. J'ai été plusieurs fois ministre dans les années 70. Je suis resté 6 ans comme vice-président du conseil constitutionnel de notre pays. J'ai été plusieurs fois député. Oui. J'ai été commissaire politique de la région de la Sangha. Et tout ceci au niveau de l'État. Au niveau purement politique, je dois dire que j'ai été un membre cofondateur du Parti congolais du travail en 1969. Je suis resté membre du comité central de 1972 à 1990 pratiquement, où j'ai occupé des responsabilités à la direction du parti. Oui. Et après la conférence nationale, parce que j'ai été participant à la conférence nationale souveraine de notre pays en 1991. Et après cette conférence, avec le professeur Pascal Issouba, j'ai contribué à la création d'un nouveau parti, l'UPADES, dont je suis resté dès les premières années, dès la création de 1992 jusqu'à 1997, je suis resté le secrétaire général de ce parti. Et aujourd'hui, pour résumer, je suis vice-président du CAP, le Conseil africain pour le progrès. Ok. Alors, que faites-vous exactement? Une présentation sommaire. Non, mais je pense que tout le monde a compris. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas, vous allez avoir aussi des questions au niveau des internautes. C'est des questions, malheureusement, que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, vous savez que nous sommes, voilà, sur cette plateforme-là, nous sommes comme en démocratie. Donc, les questions peuvent fuser de part et d'autre. Donc, vous voyez, vous en êtes sûr. Mais alors, monsieur, nous allons commencer par notre première question. Quelle est la situation aujourd'hui de notre pays, Brazzaville, le Congo-Brazzaville? Eh bien, je crois que nous le savons tous. Que notre pays traverse aujourd'hui des moments extrêmement difficiles. Tout le monde convient que notre pays traverse une crise gravissime, une crise multidimensionnelle, multiforme. C'est une grave crise que nous traversons. C'est une crise, j'allais dire, sans précédent. Je crois que tout le monde le sait. Nous pouvons tous convenir là-dessus. De sorte que si l'on devait, comme vous l'avez vu, parler du bilan aujourd'hui, nous avons un après problème. pratiquement 60 ans, bientôt 60 ans d'indépendance, je dois dire que en termes de bilan, après bientôt 60 ans d'indépendance, le Congo aurait pu aujourd'hui être un pays où il fait bon vivre pour tout le monde. Un pays où chacun pourrait manger à sa faim. Mais vous savez qu'aujourd'hui, malgré les potentialités énormes de notre pays, les potentialités naturelles de notre pays, le Congo, malheureusement, malgré les slogans, n'est pas devenu un pays agricole, ce qu'il aurait pu être. Tout à fait, tout à Un fait. pays agricole, grâce
à ces terres qui sont fertiles du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons des rivières nombreuses, nous avons des fleuves nombreux, et ce n'est pas tout, nous avons une mer gorgée de pétrole. Et se trouve malheureusement, n'étant pas devenu un pays agricole, qu'aujourd'hui le Congo importe une grande partie, pour ne pas dire l'essentiel, de la nourriture qu'il consomme. Donc, on n'est pas devenu, malheureusement, après bientôt 60 ans, un pays véritablement agricole, alors que nous avions toutes les potentialités nécessaires. Nous aurions aussi pu devenir aujourd'hui un pays, j'allais dire, semi-industriel, puisque notre sous-sol également est un sous-sol riche. Tout à fait. Là, nous avons des différentes mines, vous le savez, sans évoquer le pétrole qui aujourd'hui est au centre de toute notre économie. Et là aussi, il faut regretter que notre industrie est presque inexistante. Je devrais évoquer également les problèmes de santé, l'état sanitaire de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des graves problèmes que nous ayons. La mortalité dans notre pays a gravement augmenté et l'état sanitaire est très déplorable. Et ce n'est pas moins pour l'école également. C'est une école qui n'offre aucun débouché. Cette école est aujourd'hui dans un état aussi piteux. Donc on peut dire dans l'ensemble que le bilan n'est pas louable du tout. Peut-on dire comment je pourrais résumer cette question relative à la situation actuelle et relative également au bilan, s'il faut parler de bilan. Encore que je suis mal placé pour parler du bilan. Du bilan du Congo aujourd'hui. Donc peut-on dire que votre génération a failli, ou on peut appeler ça comme ça, ou c'est... Peut-on dire ça comme ça? Il faut plutôt se demander si nous avions tous, et nous-mêmes les dirigeants, l'élite politique, l'élite de manière générale, et notre peuple, si nous avions vraiment compris ce qu'est l'indépendance. Est-ce que nous avions compris ce que l'indépendance impliquait comme exigence, comme rigueur, comme... Nous avons un problème avec le niveau de la... Allô? Nous avons un problème au niveau du Congo, hein? Allô? Je vais relancer l'appel. Esprit de sacrifice, comme amour pour le pays. Est-ce que nous l'avions compris? Est-ce que nous avions compris que nos citoyens, notre peuple, que ça s'appelait vraiment, c'est un devoir? Est-ce que nous avons conscience quel était notre devoir de citoyen, notre devoir patriotique, pour faire en sorte que nous sachions que nous avions plus à servir qu'à nous servir? D'abord, donner à notre pays avant de demander quoi que ce soit à notre pays. Je pense que c'est comme ça que personnellement, je me pose des questions en ce qui concerne notre génération. Je dois ajouter que pendant toute cette longue période, il a prévalu. On a un problème de connexion là, hein? C'est pas fluide. Problème de connexion. Allô? Prévaut encore aujourd'hui plus de confusion générale qu'autre chose, une confusion générale dans tous les domaines. C'est le bonheur à notre peuple. Et oubliant que la société elle-même avait de quoi faire. Il ne fallait pas oublier la société et les élites. Donc nous avons échoué parce que nous avons voulu tout embrasser. Donc peut-on dire que c'est tout le monde qui est dans le tort, ou c'est nous tous? Ça veut dire que ça devient un problème, un souci général. Nous avons cru que nous pouvons apporter tout le bonheur à notre peuple. En fait, ce que l'on peut dire, mais il y a d'abord, si vous voulez, en termes de responsabilité, normal de placer d'abord l'élite. Oh là là, on a un problème de connexion là. Hein? Oh là là. Avant, de conscience. On peut continuer? Oui, on peut continuer, mais ça coupe un peu de temps en temps, mais ça va, ça va. Les téléspectateurs comprennent. On peut dire que l'État, l'élite, ou les élites de manière générale, ont échoué, ont manqué, parce qu'on a cru qu'on pouvait tout servir notre peuple sans associer le peuple lui-même. Et
de ce point de vue, nous avons eu un comportement d'exclusion. C'est-à-dire associé à la recherche de solutions à notre problème, notre pays, nous avons associé le peuple tout entier. C'est-à-dire tous les gens qui sont, eux, sur le terrain et qui devraient contribuer à la recherche de la solution. Donc, il y a eu exclusion et il y a eu refus de la différence, un manque d'inclusion dans notre démarche, dans notre action. Et de ce point de vue, on peut affirmer que nous avons manqué à notre mission. Donc aujourd'hui, là, parlons vrai, Monsieur Mokweke. Quelles sont les solutions immédiates pour sortir le Congo de ce gouffre-là? D'abord, je ne pense pas qu'il existe des solutions idéales, des solutions parfaites. Mais ce que nous pouvons dire, ce que je dois dire, c'est que notre rôle à nous, en tant qu'hommes politiques, en tant que leaders, c'est de créer des perspectives, d'ouvrir des perspectives. Cela est possible pour montrer le chemin. Et c'est pourquoi je pense que dans un premier temps, il y a nécessité de tirer toutes les leçons de nos échecs. C'est une première chose à laquelle il faut penser. Mais il y a eu échec, il faut tirer les leçons. Je ne vais pas vous développer tout ça. Je vais essayer d'avancer pour dire qu'il y a des leçons à tirer. Quand vous avez fait une expérience et que vous estimez que l'expérience a échoué ou a manqué, il y a forcément des leçons à en tirer pour l'avenir. Donc, il y a des leçons à tirer. Il faut tirer les leçons de cet échec, de nos échecs. Oh, j'ai un problème de connexion. Ensuite, savoir qu'aujourd'hui, il est question de mettre de la clarté dans ce que nous devons faire. De ne pas ajouter de la confusion à la confusion, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de confusion dans tous les domaines. Il s'agit de savoir, pour moi, la clarté, il s'agit que nous comprenions tous, et les élites, et ceux qui dirigent, et le peuple, que nous comprenions que le Congo, c'est notre bien commun. C'est un patrimoine commun pour lequel nous avons tous des devoirs. Par conséquent, il y a nécessité de faire participer le maximum des Congolais à la recherche de solutions. Et comment faisons? Parce qu'apparemment, nous avons eu pas mal de choses qu'on a essayé, que les Congolais ils ne demandent que ça, participer, mais je veux dire par là, ceux qui sont en place, apparemment, ils ne laissent pas participer les jeunes Congolais. C'est ça la question, justement. Oui. C'est-à-dire de créer les conditions pour que le maximum des Congolais puissent participer à la recherche de solutions, à la résolution des problèmes que nous avons. Et c'est pourquoi je pense que face à l'impuissance des élites et de l'État à trouver des solutions à tous les problèmes, il faut aujourd'hui. Problème de connexion. Allô? On va continuer là. Allô? Ah là là, on a un problème de connexion. Aujourd'hui, et que nous devons trouver toutes les solutions, et l'expérience montre que nous n'avons pas réussi. Nous devons donc être aujourd'hui un peu plus constructifs pour trouver ensemble des solutions durables grâce à l'inclusion du plus grand nombre des Congolais. Je voudrais ajouter, je ne sais pas si je suis toujours suivi, je voudrais ajouter aujourd'hui que je voudrais ajouter que notre plus grand problème, si l'on tient compte de notre expérience, c'est l'absence d'une pensée de développement endogène qui soit structurée. De quoi je parle? Mais c'est que nous devons savoir que le progrès ne viendra pas de l'étranger. Le progrès viendra de nous-mêmes. Nous pouvons faire référence à une expérience concrète. C'est les pays asiatiques, des pays comme la Corée du Sud, comme la Malaisie et bien d'autres, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents. Il est bon de se rappeler que dans les années 60, c'était des pays considérés comme pays sous-développés. Et aujourd'hui, en 20 ans, après 20 ans seulement, ils sont devenus des pays émergents. Ils ont fait
des bouchées doubles. Pendant ce temps, nous, les pays africains, notamment ceux du sud, au sud du Sahara, nous sommes passés du stade des pays sous-développés au stade des pays pauvres, très endettés. Donc, il y a quand même des leçons à tirer de cela, c'est-à-dire qu'il faut partir de notre culture. On ne peut pas faire un développement d'un pays sans qu'il y ait la dimension éthique, la dimension morale, qu'il y ait des valeurs qui soient à la base de notre politique, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles. Il faut qu'il y ait des valeurs que nous partageons tous dans le pays et qui nous animent tous et qui nous permettent de construire ensemble le pays. Par exemple, je dois dire aujourd'hui, puisque nous sommes engagés avec le FMI, il faut être tout de suite d'accord pour dire que le FMI ne va pas nous apporter le développement. Oui, mais même... Il n'y a pas de pays, d'exemple de pays qui sont devenus développés grâce au FMI. Mais nous y sommes parce que c'est la conséquence de la manière dont nous avons géré le pays. Nous y sommes, mais il faut simplement savoir que nous ne nous attendons pas à un développement grâce au FMI. D'ailleurs, ce n'est même pas l'ambition du FMI. Par rapport au FMI, de toute façon, M. Mokoké, êtes-vous au courant des mesures qui ont été dévoilées par... Vous avez eu vent de ça? Des 48 mesures? Ben, écoutez, Si, on a parlé des 48 mesures. Oui. C'est le gouvernement qui connaît toutes ces mesures-là. Je crois savoir que ce sont des mesures qui concernent l'équilibre budgétaire, des mesures qui concernent le cadre, je veux dire, le contexte économique. Il faut créer un contexte d'apaisement social et politique qui permette la réalisation d'un certain nombre de projets. Enfin bref, je ne peux pas prétendre connaître toutes ces mesures. Ces 48 mesures n'ont jamais été publiées ou publiques nulle part, par même le journal? Je crois savoir qu'elles ont fini par être publiées dans certains journaux. Je ne les ai pas vues personnellement, mais je sais qu'elles ont été finalement publiées dans certains journaux du Congo. Moi, j'ai eu vent de ça, je les ai eu par des voies frauduleuses. Je les avais même publiées là. Quelqu'un me les a envoyées là-bas. Voilà. Nous savons à peu près qu'est-ce qui est dans ces 48 mesures-là. Monsieur Mokoké, nous allons rentrer dans un autre topic un peu plus intéressant, avant d'aller prendre les questions des internautes là. Parlons-nous un peu du CAP. Je crois savoir que vous êtes vice-président du CAP, que c'est un collectif de l'opposition qui a été signé à partir du 17 août, je crois. Donc, là, vous faites allusion plutôt... Non, plutôt à votre le collectif, là, c'est différent. Mais parlez-nous du CAP spécialement, parce que vous étiez un ancien membre de l'UPADES. Et aujourd'hui, c'est le CAP. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, parce que je pense que tout le monde sait que M. Mokoké faisait partie de l'UPADES avant. Mais aujourd'hui, vous avez votre parti à vous. Parlez-nous un peu de ce parti-là. Quelle est la valeur ajoutée qu'elle va nous apporter, nous, la jeunesse, et tout le monde au pays, sachant que vous avez une grande expérience au niveau de... Quelle est la ligne directive de ce parti-là, exactement? Bon, d'abord le CAP, dont je suis aujourd'hui vice-président, c'est un parti qui venait de naître il y a à peine 4-5 ans aujourd'hui, en 2014. C'est un peu, si vous voulez... la conséquence d'une crise, d'une longue crise que l'UPADES a connue entre 2006 et 2013, 2014. Et je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire de la crise de l'UPADES. Vous savez que j'ai été l'un des fondateurs de ce parti avec le président Pascal Lissouba. J'en étais pendant longtemps le secrétaire général. Je dirais donc que j'ai une partie de ma vie qui est dans ce... Voilà. Mais je n'ai pas l'intention de revenir sur cela. Il y a un parti qui s'appelle l'UPADES qui est dirigé par certains camarades. Si vous voulez savoir l'histoire, il vaut mieux leur demander. En ce qui me concerne, je dois dire que n'ayant pas accepté avec d'autres ce qui s'est passé dans la gestion ou dans la résolution de la crise de l'UPADES, nous avons été amenés à créer un autre cadre politique qui nous permettrait d'évoluer. Et c'est le cadre que nous avons créé, le Congrès africain pour le progrès. C'est un parti que nous plaçons à gauche, que nous plaçons à l'opposition aujourd'hui au niveau du Congo. Je suis le vice-président du parti. Voilà. Et d'après vous, la ligne directive de ce parti-là, depuis que vous l'avez créé, vous pensez que vous allez que tout le monde, vous avez des sympathisants qui font partie du pays et qui sont vous avez des jeunes dans ce parti-là? Est-ce que c'est tout naturellement, lorsque vous créez un parti, c'est une démarche tout à fait normale pour tout homme, pour tout parti qui se crée.
c'est de rassembler au maximum et les jeunes, et les femmes, et toutes les autres couches de la population, et l'élite également, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Donc c'est l'ambition du CAP, c'est de devenir une force qui compte dans notre pays. Nous avons à peine 4 ou 5 ans d'existence, dans un contexte extrêmement difficile, mais nous avons l'ambition de faire du CAP un grand parti, un parti qui comptera au Congo. Pour le moment, le chemin est encore ardu, mais nous faisons le maximum pour que le CAP puisse compter sur la scène politique congolaise. Et sachant que quand on parle d'un parti politique, hein, on ne peut pas avoir un parti politique, rester là et à se croiser les bras, sachant qu'avoir un parti politique, naturellement, on vise la magistrature suprême. Si vous revenez, supposons que votre parti, c'est une supposition, qu'on allait aux élections et tout ça, que votre parti prenait le pouvoir. Si vous êtes président de demain, quelles sont les premières mesures que vous allez adopter pour le pays? Monsieur Kaï, oui. Aujourd'hui, je dois vous dire très sincèrement que je suis préoccupé par autre chose que cela. Je suis préoccupé par le fait que dans notre pays, vous voyez, le CAP fait partie aujourd'hui d'un collectif de partis de l'opposition qu'on appelle le collectif des partis de l'opposition, signataire de la déclaration du 17 août 2012. Tout à fait. Et c'est nous qui demandons depuis 7 ans aujourd'hui qu'il se tienne dans notre pays un véritable. Nous regardons ce qui prévaut dans notre pays. Nous voulons arriver à ce qu'il y ait dans notre pays des véritables élections. Des élections équitables, justes, transparentes, pour donner la possibilité à notre peuple de choisir librement ses dirigeants, ses députés, ses sénateurs, son président, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça c'est des notoriétés. C'est connu que dans notre pays, au Congo, les élections ne sont pas encore sérieuses. C'est en cela, ça c'est l'axe de notre combat. Pour que justement la démocratie atteigne un certain niveau, il faut que l'axe des élections soit un axe sérieux, que les élections deviennent de vraies élections et non pas des élections qui se font pour la pure forme. Voilà, donc nous sommes là-dessus. Et c'est le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat actuel. Et lorsque nous demandons, lorsque nous souhaitons qu'il y ait un dialogue national inclusif, entre autres, il s'agit de régler cette question-là des élections dans notre pays, pour qu'un jour on puisse dire, oui, au Congo, les élections se déroulent normalement, ce sont des élections crédibles. Elles ne sont pas encore aujourd'hui, je voudrais vous le dire, et c'est de notoriété. Non, peut-on dire que le pouvoir ne vous intéresse pas, en fait, d'être président, ça ne vous intéresse pas, si on peut parler comme ça? Je ne pense pas qu'il faille poser la question sur non, mais... D'abord, le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est le pays. Aujourd'hui, le Congo est dans une situation qui nous interpelle tous. Au lieu de viser le pouvoir pour le pouvoir, si je vise le pouvoir pour le pouvoir, je risque d'oublier le Congo. Or, il s'agit de regarder le Congo aujourd'hui, de regarder son expérience, ce qu'il a vécu aujourd'hui, et où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous repartions d'un nouveau pas. Voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est en cela que les questions que vous m'avez posées, j'étais préoccupé par cela. C'est l'essentiel à savoir comment repartir. Quelle leçon tirer de la gestion de notre pays aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et le parti, pendant ce temps, je me bats avec d'autres camarades pour qu'il devienne un parti qui compte, pour que le moment venu, lorsque les élections deviendront sérieuses dans notre pays, lorsque ce sera des élections crédibles, il n'y a pas de raison que notre parti, le CAP, n'ait pas des candidats aux différentes élections dans notre pays. Il n'y a pas de raison qu'un jour, le CAP puisse avoir un candidat aux élections présidentielles. C'est une approche tout à fait naturelle, tout à fait normale. Mais à quoi bon d'y penser dès lors que vous voyez qu'il y a des conditions qui ne sont pas remplies? Mais bon, nous allons encore, avant d'aller prendre la pause, là, on va revenir un peu sur les questions des internautes aussi. Mais bon, nous allons un peu survoler le topic du PADES. Hein. Vous avez été dans l'UPADES, hein. Vous êtes l'un des fondateurs de l'UPADES, vous connaissez vraiment très bien ce parti. Moi, j'en ai entendu parler, j'étais un peu jeune ici. Dites-moi un peu, monsieur Mokweke, quels sont les ratés hein, de l'UPADES? Parce que je vois que, je dis par exemple, vous êtes un membre actif de l'UPADES. Quels sont les ratés? Parce que vous avez appris beaucoup de M. Pascal Lissouba. Aujourd'hui, là, s'il fallait recommencer à zéro, qu'est-ce que vous changerez dans l'UPADES?
Je voudrais d'abord vous rappeler que l'UPADES est un parti qui a été créé au sortir de la conférence nationale en 1990. Que nous nous sommes organisés très rapidement parce que l'UPADES est un peu comme, j'allais dire, la suite logique du combat politique que Pascal Lissouba a mené dans notre pays pendant un peu plus de 30 ans. Oh là là, un problème avec le réseau. Allô? Allô? Ah, le réseau. Allô? On a un problème de réseau, oui. C'est un peu la suite logique de ce combat politique. J'étais l'un de ses compagnons. Et en 92, lorsqu'il est sénateur, et y compris les élections locales. Donc, très tôt, dès presque à sa naissance, l'UPADES est parvenu au pouvoir, est devenu un parti politique. Et nous avons géré le pays pendant 5 ans, de 1992 à 1997. Dans un contexte que vous ne devez pas oublier, c'est un contexte extrêmement difficile. Tout à fait. Nous avons eu affaire à une opposition, j'allais dire, hargneuse, une opposition qui faisait l'opposition pour l'opposition, de sorte que les 5 ans que nous avons gérés ont été 5 ans extrêmement difficiles. On a fait le maximum qu'on pouvait faire, mais malheureusement, vous savez ce qui est arrivé au pays en 1997. Mais quels sont les... Bien sûr, nous avons... Vous m'entendez? Vous me recevez très bien? Oui, je vous entends, oui. Mais quels sont les ratés de Lissouba et l'UPADES qui ont fait que M. Sassou revienne au pouvoir? D'après ce qu'on entend dire, les gens disent que c'est l'UPADES, votre parti, qui a fait que M. Sassou revienne au pouvoir. Donc, les gens sûrement ils entendent cette question-là. Ça m'étonne quand même, M. Kaï, que oui. 22 ans après les événements de 97, qu'il y ait des Congolais, qu'il y ait notamment une partie de l'élite qui en soit encore là. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 97. Le pays a connu une guerre atroce et difficile. Ça, vous le savez très bien. Ça, je le sais, mais... Cette guerre n'a pas eu lieu parce qu'on aurait mal géré le pays. Non. Je ne souhaitais pas revenir sur cela. Oui, mais c'est parce que c'est les sons des... Je ne souhaitais pas revenir sur cela, sur l'UPADES, sur ce qui s'est passé, sur l'événement. Ça fait 22 ans que nous y sommes. Et dans le cadre de cette émission, je n'ai vraiment pas envie de revenir sur ça. Il y a tellement de choses à dire. Sachez simplement que le pays a connu des moments extrêmement difficiles en 1997. On a connu une guerre sans précédent. Et que l'UPADES n'a pas quitté le pouvoir parce qu'il m'aurait manqué des élections. Nous étions en train de préparer les élections de 1997, présidentielles et autres. Nous avons quitté le pouvoir parce qu'il y a eu un coup de force. Il y a eu une guerre qui nous a chassés du pouvoir. Et je ne rentre pas dans les détails. C'est une guerre connue par la plupart des Congos, y compris les jeunes générations aujourd'hui, après tant d'années passées. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que quand un parti au pouvoir, même s'il est faible, même s'il ne réussit pas à réaliser des choses, on le chasse, non pas par la guerre, non pas par les armes, on le chasse par les élections. L'UPADES n'a pas perdu le pouvoir par les élections. Il a perdu le pouvoir à la suite d'une guerre qui a duré plus de 5 mois, vous le savez, et les dégâts ont été nombreux. D'accord. On peut dire qu'on connaît le responsable, quoi. Nous pouvons parler dans ce terme-là. Alors, monsieur, nous allons passer juste une dernière question avant de rentrer dans le topic de tous ces internautes qui s'impatientent. Je vais dire, que pensez-vous de l'opposition? Tati Mabiala, Kolela, Mounari, Nzan et monsieur Makaya. Problème de réseau là, avant que tout ce monde là. Allô? Réseau. Je règle ce réseau là. Vous me recevez? On a un problème de réseau, hein? Ce sont des leaders politiques, ce sont des leaders de l'opposition. Je crois que je suis mal placé pour juger chacun d'eux. Il n'est pas question que je porte mais je ne pense pas, M. Kaï, qu'il soit vraiment nécessaire que je parle de Tati Mabiala, qu'est-ce que je pense de lui dans l'opposition, qu'est-ce que je pense de Parfait Kolela ou de Nzon, qui est d'ailleurs avec moi dans le collectif parti. Ça ne me paraît pas nécessaire puisque vous avez la possibilité d'interroger chacun d'eux. Moi, j'appartiens à une opposition qui prend des positions, le collectif auquel, la plateforme à laquelle j'appartiens, a une démarche, prend des positions, a fait des déclarations que tout le monde est censé connaître. Je reste les autres dans leur façon de combattre.
dans leur façon d'être, dans la peau de l'opposition. Ça, c'est la différence. Il n'est pas dit que l'opposition soit forcément unique. Il est vrai qu'il y a des moments de l'histoire, dans le combat politique, où les partis d'opposition peuvent se mettre ensemble pour atteindre des objectifs précis. Mais en dehors de ça, il vaut mieux que la différence existe, qu'on ait des différentes démarches. Ce n'est pas mauvais en soi qu'il y ait la différence. Voilà. Donc, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, pour gérer notre pays, on a besoin de l'union des différences. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Monsieur Mokweke, j'ai eu Monsieur Boukadia dans l'émission récemment. Il aurait soulevé un problématique parlant de la conférence internationale. Et il aurait fait aussi une vidéo, il aurait appelé et fait appel à toutes ces personnes-là. Est-ce que vous avez eu vent de cela? Allô? Oh là là, Oui. Vous m'avez reçu, vous avez reçu ma question? Oui, allez. Oui, ça va, je vous entends maintenant. Oui, donc je disais que j'ai eu Monsieur Boukadia, j'ai eu un peu pas mal de personnes ici dans mon émission. Monsieur Boukadia aurait fait une vidéo où il faisait appel à Madame Claudine Mounari, Mathias Nord, concernant la problématique de la conférence internationale. Donc moi je reçois des gens ici, j'écoute un peu. Est-ce que vous avez eu vent de cet appel-là? J'en ai entendu parler, qu'il avait une démarche tendant à aller vers une conférence internationale concernant sur le Congo. Mais je n'en ai pas le contenu. Je ne sais pas quels sont les objectifs, quelle est la démarche, comment ça va, mais j'en ai entendu parler, oui. Mais est-ce que vous parlez entre vous, vous tous les hommes politiques sont sous cet aspect politique, parce que vous êtes nombreux quand même, vous nos pères là, vous avez les Mathias Nzor, est-ce que vous en parlez selon les personnes qui ramènent des idées? Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes approché de lui ou il a essayé de chercher à vous contacter? Est-ce que c'est une bonne idée d'après vous? Je crois que M. Boukadia vit plutôt à l'étranger, je crois en France. Il ne vit pas au Congo, même s'il y a été pendant un moment, notamment quand il a été en prison ici. Mais de tout temps, il a toujours vécu à l'étranger. Et je n'ai pas eu l'occasion personnellement d'avoir des entretiens avec lui. Je sais simplement qu'il a une approche politique que je ne partage pas forcément, mais enfin, une approche politique. Parce qu'il pense que c'est facile à changer sa démarche, parce qu'il est pour que le Congo concerne le Congo en deux Congos, un Congo du Nord et un Congo du Sud. C'est des choses qui sont discutables. Je pense qu'on peut trouver une solution. Moi, je l'ai eu ici sur voilà, je l'ai eu ici dans le show. Hein. J'ai posé la question de savoir pourquoi et comment. Bon, nous n'allons pas faire un topic, mais si vous avez l'occasion, Monsieur Mokweke, allez-y suivre cette émission-là. Je l'avais posé la question de savoir si pourquoi cette histoire de Congo scinder le Congo en deux. Il avait complètement refuté. C'était bon. Il m'avait dit que c'était pas son cas, c'est pas ce qu'il pensait vraiment, et il avait expliqué. C'est pas le cas, donc on l'a mal compris. Et moi, voilà, je n'ai pas compris. Non, mais c'est sans importance. C'est sans importance pour l'instant. Donc nous allons prendre une pause, Monsieur Mokweke. Ensuite, nous allons passer aux questions des internautes parce qu'ils s'impatientent. Là, je pense que vous avez pas mal toutes les générations qui sont là en train de vous attendre ici. Donc nous allons faire une pause. Nous allons suivre un jeune homme qui s'appelle Vice. C'est un jeune Congolais. Il est à Pointe-Noire là-bas. Il fait du rap. Donc nous allons écouter ça. Et ensuite nous reviendrons pour les questions des internautes. D'accord. Merci. Vous êtes sur One Man Show. Yo, Fraude Vince, mon niggas. Mon pays va mal. Ah, H2O à la prod. Mon pays va mal. Sinon, je dis mon pays va mal, mon niggas. Mon pays va mal, hey, hey. On marque un mamoud. 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 On marque un bois, le moins derrière, faut baser un réseau. Mettre mes commis qui basent esclaves ou bien bas animaux. Katanzamye au signe massé sale encore le Congo Bissau prévétal bas jeune comme à ses côtes baloche. Soit pas ressort t'inquiète même signe na coupiat balos. Continue tes études dans 2 matins gain de comme ma boss. D'abord la bête signe na bac n'yeke mondion. Doctorat ou licence n'yeke te kiss kat ma dendo. N'yeke kun veille.
point funda. Pas mes os moun akoulen faut kak mon simba. Musique avec si y'a pas de talent, parlons même pas. On a tellement de talent mais soutien et qu'elle m'aime pas. De jour en jour, bah chinois na ba war na fuluka. Vous avez si boire que toujours rabais tout bien batte qui ça. D'une part, président gagne si fort, vengue pesak ba bambonga il dit bon mais babi tété. On m'a comme mamour. 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 Même pas na fête commence bouler kak zandu. Fin du moment le papa masse vun kutabu ngambu. Nyo sim kak na boma papa lupangu. Unité de prier bisam na kwenda na mutantu. Bima kudi amekum expose na salete. Kumekubude veku saki sento mana foncheche. Balopita mekumati système en relation. Singe na team kufngele ni font même na tension. Sam na sak pang na dia fufu na kalaba. Oh oh mon dieu, bisam baba tu leur dis aller là-bas. Bachambonga boye kumak na mukanga. C'est que chaque bit bagay chikote balesi ya mitanga. On m'a comme mamour. 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 Disco désert. Riche caca. Casse de mon beaucoup. Ya techno. Lurisol. Nico. Bien. Oui, en fait, désolé, hein, vous n'avez pas eu le son. Pour tous ceux qui nous suivaient, la question était la suivante que j'ai posée à Monsieur Mokweke par un internaute. C'était la suivante: pourquoi l'opposition congolaise n'arrive pas à se mobiliser de partout? Moi, Bien, je crois que c'est une question qui ne manque pas de pertinence. Hein. Il y a une opposition au Congo qui compte plusieurs partis dits de l'opposition. Il faut qu'on sache que quand on parle de l'opposition, ce n'est pas un parti, mais c'est plusieurs partis. Et chacun de ces partis a forcément ses statuts, son programme, sa ligne politique, etc. Moi, je pense que il est normal que chaque parti dit de l'opposition s'active en fonction de sa ligne politique. Parce qu'on ne peut pas dire que sous prétexte qu'on est à l'opposition, qu'on a tous la même ligne politique, qu'on a tous les mêmes objectifs, qu'on a tous les mêmes approches face aux problèmes que le pays connaît. Tant mieux si devant les problèmes du pays et dans l'intérêt général, à tel ou tel moment, selon les contextes, que quelques partis ou tous les partis d'opposition se mettent ensemble pour aller vers un objectif commun qu'ils partagent et qu'ils partagent une même démarche, c'est tant mieux, quand on peut le faire. Et naturellement, devant la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, il y a ceux qui sont au pouvoir qui sont interpellés, il y a bien sûr aussi les partis d'opposition qui sont interpellés. Et c'est là que nous pouvons penser à ce que nous nous sommes dit tout à l'heure, lorsque nous parlions de tirer les leçons de ce que le pays a connu. Pour l'instant, les partis d'opposition, l'opposition est malheureusement divisée. C'est-à-dire que les forces ou la force que nous avions constituée entre 2004
2014, 2015 et 2016, pendant cette période, l'opposition congolaise avait réussi à se rassembler autour d'une force que nous avions appelée le FROCAT. Et nous nous sommes rassemblés non pas pour se rassembler comme ça, nous sommes rassemblés parce qu'en ce moment-là, il était question pour le pouvoir d'aller vers le changement de constitution. Et les partis d'opposition n'étaient pas d'accord. Nous nous sommes rassemblés pour dire non à cette volonté du pouvoir de changer de constitution. Donc, l'un des objectifs, c'était s'opposer ou faire respecter l'ordre constitutionnel. L'autre objectif que nous sommes donnés, c'était d'aller vers une nouvelle gouvernance électorale, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les élections se passent très mal dans notre pays. Ce ne sont pas des élections sérieuses qui arrivent à définir exactement la force ou les forces des uns et des autres pour savoir qu'est-ce que chaque parti représente dans le pays. Ce sont des élections qui sont, par définition, truquées et ne donnent pas les vrais résultats. Donc, là, nous nous sommes donné également un objectif, à l'époque, avec l'ensemble de l'opposition, à travers le FOCAD, consistant à dire, nous travaillons pour l'élaboration, pour mettre en place une nouvelle gouvernance électorale. Voici les deux objectifs qui nous avaient rassemblés. Malheureusement, quand nous arrivons à mars 2016, lorsque le pouvoir organise, après le référendum de 2015, organise une élection présidentielle, alors que toutes les conditions que nous posions n'étaient pas remplies, malheureusement, nous avons vu certains leaders de l'opposition prendre part à décider d'aller à ces élections. C'est ça qui a fait que, à partir de mars 2016, ou surtout après cette élection-là, nous nous sommes séparés. Et malheureusement, aujourd'hui, je dois dire que l'opposition congolaise n'a pas encore réussi à se retrouver, à se rassembler pour redémarrer d'un nouveau. Bon, j'ai une autre. Monsieur Fred Dioulou, votre question est trop longue. Veuillez reformuler les questions parce que faut que les questions soient courtes. On ne va pas passer la journée là. Les questions doivent être courtes. Nous allons prendre monsieur Bernard Pongui, monsieur du Canada. Il est du Canada. Il dit ici, le pays se meurt et les coupables sont connus. Le responsable de cette destruction, c'est Sassou. Que fait donc l'opposition pour chasser Sassou? Question venue de monsieur Bernard Pongui du Canada. Eh bien, tout à l'heure, nous avons parlé un peu de l'histoire de notre pays. Nous avons essayé de montrer comment les choses se sont passées en montrant qu'en réalité, les ambitions que s'était donné l'État et les élites du pays n'étaient pas à sa hauteur, à leur hauteur. En ce sens que il fallait comprendre qu'il y a l'État qui pouvait se donner certaines missions, mais l'État ne pouvait pas résoudre tous les problèmes du pays. Et qu'il fallait avoir une politique inclusive qui permette d'associer toutes les forces du pays, toutes les couches du pays, tous les milieux, tous les gens qui sont sur le terrain et avec lesquels il fallait s'ouvrir, il fallait discuter, il fallait échanger pour ensemble trouver les solutions aux problèmes qui se posent à nous. Parce que les problèmes du Congo trouveront des solutions par les Congolais, non pas par d'autres gens. Donc nous avons dit que la démarche qui est actuellement en jeu, en valeur, n'était pas assez opportune. En ce sens que se donner l'ambition de vouloir tout prendre en main, trouver toutes les solutions à tous les problèmes, n'était pas possible. Donc c'est pour ça que nous avons parlé un peu de manière générale de l'échec sur les 60 ans d'indépendance. Alors aujourd'hui, nous connaissons la situation des crises gravissimes que dont nous parlons déjà. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est tous les Congolais qui sont interpellés pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. En ce qui nous concerne, au niveau de l'opposition, au moins dans la plateforme à laquelle j'appartiens, nous pensons qu'il est bon que nous nous asseyions. C'est pour ça que nous appelons la convocation d'un dialogue national inclusif pour qu'ensemble nous fassions le point de la manière dont le pays a été géré, que nous tirions les leçons dans tous les domaines et que nous redémarrions autrement. Voilà notre approche et celle-là. Mais il est évident que c'est un problème qui concerne avant tout les Congolais dans leur ensemble. C'est les Congolais dans leur ensemble qui doivent se mobiliser pour apprécier la situation, pour à travers les partis, à travers les associations, enfin, disons toutes les couches sociales, pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. Il est bon que tout cela se passe dans la paix.
Je pense que notre pays a connu trop de guerres. Allô? Oh là là, problème de connexion. Les gens ont beaucoup souffert. Le sang a beaucoup coulé dans notre pays. Quelle que soit la gravité de la situation aujourd'hui, il est bon que dans les solutions que nous allons mettre en jeu, que nous allons utiliser, que l'axe principal de la paix ne nous échappe pas. Nous pouvons nous entendre et aller vers des changements sans qu'il y ait des guerres encore dans notre pays, sans qu'il y ait des troubles encore graves dans notre pays. Nous n'en avons pas besoin. Je crois que nous devons tous tirer les leçons de ce que nous avons déjà vécu dans notre pays. Quels que soient ceux que nous rendons responsables éventuellement de cette situation, je pense qu'il faut prendre la question de manière globale et se dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et nous, qui sommes à l'opposition, et le pouvoir qui est là, nous les appelons souvent à ce que nous nous asseyons, que nous nous regardions dans les yeux, que nous sommes capables, en mettant notre intelligence ensemble, notre génie collectif en place, nous pouvons trouver des solutions pour sortir de cette situation sans trop de dégâts. Monsieur Mokweke, merci. J'ai encore une autre question venant de Monsieur Kekol. Il dit bonjour Monsieur Mokweke. Ma question, Bonjour. quelle est la stratégie de l'opposition par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon 2021? Allez-vous participer à cette échéance? Je vais lui par là. Tout à l'heure, nous avons dit que l'opposition n'est pas une aujourd'hui. L'opposition est plurielle aujourd'hui. Je ne peux pas répondre au nom de toute l'opposition congolaise. C'est difficile puisque nous ne sommes pas une opposition unique par rapport aux échéances qui pointent, donc 2021-2022. Je suis sûr que les positions seront diverses. Il y en a qui penseront qu'il faut participer à ces élections. Il y en a qui penseront qu'il faut procéder autrement. En ce qui nous concerne, notre grand souhait, notre grand vœu pour l'intérêt de notre pays, c'est que ces élections soient précédées par un vrai dialogue national inclusif. Voilà notre vœu, voilà notre position. Nous qui sommes du collectif de partis de l'opposition, signataires de la déclaration du 17 août 2012, dont le CAP est membre. Ça, c'est notre position et c'est notre souhait, ça demeure notre souhait. Et nous pensons qu'il n'est pas bon que nous allions à ces élections qui ont lieu dans moins de 2 ans pratiquement, parce que c'est les présidentielles, c'est en 2021, n'est-ce pas? Et que nous allions comme ça, sans que nous puissions regarder un fichier électoral, par exemple. Un fichier électoral, par exemple. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur les élections. La loi électorale, la commission électorale indépendante, le découpage électoral, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et nous disons que c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais si nous restons dans le statu quo et que nous allons des élections, je ne pense pas que cela soit bon pour notre pays. Je dis, monsieur, excusez-moi, je vais juste parler aux internautes. Quand vous parlez, quand vous écrivez, si c'est des commentaires, je suis d'accord. Mais si c'est des questions, mettez un point d'interrogation. Comme ça, je sais que c'était des questions ou pas, parce que je ne peux pas lire et en parler sans que ça soit une question. Donc, mettez un point d'interrogation pour que je sache si c'est des questions ou pas. Monsieur Parfait Birani, je ne sais pas si vous parlez ou si c'est des questions. Donc, je reviens encore à monsieur Pongué. Quelles sont les ambitions des opposants congolais? Il y a 2 questions. Voulez-vous du pouvoir? Ça, il a déjà répondu à cette question-là, monsieur Pongué. Mais que voulez-vous simplement accompagner ou voulez-vous simplement accompagner le PCT? Donc, la question de savoir, est-ce que les opposants congolais, ils veulent accompagner le PCT? Donc, c'est cette sélection-là. C'est ça qu'il veut poser. Ça, c'est les deux autres questions-là. Je crois avoir répondu un peu à cette question. En tout cas, je ne pense pas que l'objectif essentiel soit l'élection présidentielle. Devenir président, pourquoi faire? C'est ça la grande question. Nous avons une expérience, une situation telle que nous sommes interpellés aujourd'hui. Le pays est dans une situation extrêmement grave. Tu peux devenir président, mais ne pas changer la situation. Je pense que la réflexion doit précéder l'élection qui devrait venir. Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Quel est le but? Il ne faut pas qu'on aille aux élections pour les élections. Nous l'avions déjà, cette expérience, ça n'a rien donné. Voilà pourquoi nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de privilégier la question électorale, je veux dire la question, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2021. Il y a beaucoup de questions à regarder en amont, avant cette élection. Ok. Je passe pour M. Pongi, j'espère que vous avez eu votre réponse. Que pense-t-il aujourd'hui de la
contribue au pouvoir. Ça, c'est M. Parfait Birani. Voilà. Et c'est pas ce que M. Berni veut que je dise. Je sais Le pas. Congo est un pays où il y a plus de 60 ethnies, 70 même. Nous sommes un État, j'allais dire, multi-ethnique. Qu'est-ce que je dis? Je pense que tout ça, c'est autant de diversité. C'est une richesse pour notre pays d'avoir tant de cultures. Il s'agit de mettre toutes ces cultures ensemble pour avancer. Je crois que j'ai toujours pensé que c'est l'union des différences qui permet d'avancer, qui permet de résoudre des problèmes. C'est cela, simplement. Le tout, c'est de savoir réguler les sentiments ou les ressentiments qui peuvent naître ici ou là. C'est ça qui est plus important. Donc, nous ne pourrons pas placer la question ethnique au centre de ce que nous... Sachons simplement que nous avons un pays avec une multitude d'ethnies, mais ce n'est pas une malchance en soi, ça peut être une bonne chose pour que nous sachions comment nous organiser, comment réguler tout ça pour que les énergies soient mises ensemble pour faire avancer le pays. Monsieur Charlem Bindika pose la question suivante. Pourquoi avoir rompu l'alliance avec le PCT? De quelle alliance parle-t-il? Je ne sais pas. Monsieur Charlem Bindika, il faudrait préciser votre question apparemment. De quelle alliance parlez-vous? De quelle alliance avec le PCT? Je ne sais pas à quoi il fait allusion. Voilà. Aujourd'hui, moi je suis membre vice-président du CAP, je suis au collectif, nous n'avons pas d'alliance avec le PCT. Il dit pourquoi avoir rompu l'alliance avec le PCT. Donc, monsieur Charlem Bindika, il faudrait reformuler votre question, s'il vous plaît, de façon que puissions nous continuer. Monsieur, pourquoi l'opposition n'arrive pas... Ça, on a déjà répondu à cette question. Ok. Monsieur Parfait Biani dit ceci. Ah là là, il y a tellement de questions. Vous avez servi le favori. D'après lui, il dit que vous avez servi le pays défavorablement. À quand votre retraite politique? Donc là, on a aussi affaire à pas mal de... Voilà. De remous et tout ça. Nous comprenons. Bon, je pense que le souci de M. Biani, s'il aime bien ce pays, devrait être de savoir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ensemble. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'envisager, de dire vous avez échoué, vous n'avez pas réussi, vous devez partir. Le pays ne doit pas être perçu de cette manière-là. Je pense que nous avons la responsabilité, avec la petite expérience que nous avons acquise dans la gestion de notre pays, dans l'histoire de ce pays, nous avons le devoir, avant de quitter. Quand je dis quitter, c'est pas parce que nous voulons tous des présidents ou des ministres, c'est pas ça. Nous avons de quoi faire encore pour ce pays. Pas forcément en étant ministre, pas forcément en étant président de la République ou premier ministre, c'est pas cela. Il s'agit simplement de dire, nous sommes des Congolais qui connaissons ce pays, qui avons contribué d'une manière mal ou bien ou mal. Allô? Ah là là, ce réseau-là a un problème. Hein? Ah là là. On a du mal à vous entendre, M. Mokweke, un problème de réseau. Hein? Problème de réseau. À la gestion pour préparer un avenir non plus. Ok, là on est revenu. La gestion d'un pays, ce n'est pas une chose aisée non plus. Tout à fait, on comprend ça. Alors, nous avons encore M. Charlem Bindika. Cette fois-ci, je crois qu'il a bien reposé sa question. Monsieur Mokweke, pour vous qui avez connu M. Sassou depuis très longtemps, comment le qualifiez-vous? Première question. Un égoïste, un cruel, un traître de la nation congolaise? Allô? Oh là là, on a un problème avec le réseau là. Hein? Mais il m'appartient de le faire. S'il a une appréciation sur M. Sassou Nguesso, il peut l'avoir, comme d'autres Congolais peuvent l'avoir ici. J'ai du mal à vous recevoir, on n'a pas reçu la réponse encore parce que le réseau il est complètement cabossé. Allô? Allô? On a un problème avec le réseau là.
Réseau congolais là. Ah là là. Le réseau congolais là. On a un problème avec le réseau congolais là. Ah, on a un problème. Vous avez eu un appel, on a un problème avec le réseau congolais là. Ouais. Donc on n'a pas... Tout à fait. On n'a pas reçu la réponse escomptée face à la question parce que ça avait coupé. Donc je reprends la question. Monsieur Mokoké, pour vous qui avez connu Sassou, Monsieur Sassou depuis très longtemps, comment le qualifiez-vous? Un égoïste, un cruel, un traître à la nation congolaise? Allô? Ah mon Dieu, ce réseau-là, vraiment. On a un problème sérieux avec le réseau congolais là, vraiment. Là, alors, c'est bon. oui, Oui. je vous entendais plus là, on était coupé. Ouais, c'est le réseau. Donc, je voulais savoir, la question était la suivante de M. Charlin Bindika. On n'a pas reçu la réponse parce que de façon que le réseau était coupé. On veut savoir, M. Mokoké, pour vous qui avez connu M. Sassou, 1 et 2, depuis très longtemps, comment le qualifiez-vous? Un égoïste, un cruel, un traître à la nation? D'après la question de M. Charlin Bindika. Vous me recevez? Ah, mais cette question-là, on dirait, il ne veut pas que ça passe, hein? Allô? Cette question-là, on ne veut pas qu'elle passe ou quoi? Bon, on va couper, on va rappeler. Oh là là. Oh là là. Ah là là, le réseau. C'est reparti, oui. Ah là là. Donc la question que vous l'avez, on n'a pas répondu à la question de M. Charlin Bindika. Je pense qu'il attend sa réponse. Hein. Donc, comment vous le qualifiez, M. Sassou? Un égoïste, un avare, un traître à la nation, ou comment vous le qualifiez? Non, je ne pense pas qu'il soit important que je le qualifie. C'est pas ça qui va faire avancer le Congo. Aujourd'hui, M. Sassou est à la tête du Congo. Je ne pense pas que pour sortir le Congo de la situation dans laquelle M. Sassou sera seul. Non, M. Sassou est un Congolais qui se retrouvait aujourd'hui, qui se retrouve encore à la tête du Congo. Nous devons simplement lui faire comprendre que c'est un bien commun, c'est un patrimoine commun, le Congo. Nous aimons tous ce pays, nous lui voulons tous du bien. Alors, dans ces conditions-là, il est bon qu'ensemble, nous parlions, que nous regardions ce qu'il y a lieu de faire pour faire avancer le pays. Donc, c'est pas la peine, c'est pas un problème d'homme, un problème d'individu, quelles que soient les qualifications que je pourrais apporter pour M. Sassou, c'est pas ça qui va régler le problème du Congo. J'ai M. Jean-Claude Mata. Il dit, qu'est-ce que vous dites pour un Congo fédéral? Car cela nous permettra de fédérer notre intelligence et éviter des guerres qui ruinent toute une nation. Donc, M. Jean-Claude Mata, que pensez-vous d'un Congo fédéral? Je ne sais pas ce qu'il entend par Congo fédéral. C'est ce que On parle de Congo fédéral si nous avions plusieurs entités au Congo et qu'on essaie de fédérer. Vous voyez, vous prenez le cas des États-Unis, c'est plusieurs États et ça forme une fédération. Mais je ne vois pas pour le Congo. Le Congo est un pays qui est composé des régions, des départements, des districts et tout le reste. Il faudrait que sa question soit un peu plus précise pour comprendre qu'est-ce qu'il veut par dire le Congo fédéral. Est-ce qu'on doit fédérer le Congo? Mais pour fédérer nos forces, pour qu'on travaille dans l'intérêt du pays, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que toutes les différences soient incluses pour faire avancer les choses, on n'a pas besoin d'être un État fédéral, forcément. On peut être le Congo tel que nous sommes aujourd'hui, avec différentes régions, et puis organiser les choses de manière que nous puissions avancer. Ça, c'est tout à fait possible. Il n'est pas dit que
Parce que nous ne sommes pas un pays, nous sommes un pays unitaire. Hein, c'est du moins ce que notre constitution dit aujourd'hui. Ben justement, par contre, ce qu'il faut fédérer, c'est fédérer les intelligences. Vous voyez, mettre notre génie collectif en jeu pour aider le pays à sortir de la situation dans laquelle il est et faire avancer le pays. Ça, oui. Mais fédération en termes de prendre tel morceau du Congo, tel autre morceau, 3 morceaux, il ne s'agit pas de cela. Hein, nous sommes à peine 5 millions d'habitants. On n'a pas besoin de nous trouver 200 ici, 300 par là. C'est pas ça qui compte. Fédérons nos intelligences. Fédérons notre génie collectif pour que nous puissions avancer. Et ça, c'est possible. Le génie est là. Les intelligences sont là. Il s'agit de savoir simplement utiliser tout cela pour l'intérêt du pays. Justement, j'ai une autre question ici, venant de M. Raj. Monsieur Raj, que pensez-vous de la Constitution actuelle? Pensez-vous qu'il faut la modifier? Certainement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis de ceux qui, en 2014, étaient contre le changement de la Constitution. Voilà. J'étais contre ce changement parce que je trouvais que c'était pas nécessaire. Je ne dis pas que la Constitution de 2002 était une Constitution parfaite, il n'y a pas de Constitution parfaite. Mais je ne voyais pas quel était l'intérêt dans l'immédiat de changer de Constitution. Je ne rentre pas dans les détails, nous avons beaucoup argumenté là-dessus. Aujourd'hui, malheureusement pour moi, c'est bien cette Constitution qui nous gère tous, et qui est là, qui est en jeu, et qui prévoit les élections présidentielles en 2021 et 2022. Il s'agit de cela. Mais il y a des leçons à tirer. Lorsque nous préconisons la tenue ou la convocation d'un dialogue national inclusif, c'est pour que justement nous regardions toutes ces questions, y compris, pourquoi pas, celle de la Constitution actuelle. Mais ce n'est pas le moment, malheureusement. J'ai M. Pierre Lenoir qui dit ceci. Bonjour Monsieur Mokweke. Vous avez été élu démocratiquement et votre mandat a été de très loin démocratique. Vous avez endeuillé beaucoup de familles dans le sud du Congo. N'est-il pas plus judicieux de mettre sur pied une commission vérité et réconciliation que vous pourriez diriger? Oui, mais j'apprécie cet humour. Question de M. Pierre Lenoir. Oui. C'est vrai que on a connu des situations de ce genre. Certains pays qui ont connu des situations particulières sont passés par les commissions vérité et réconciliation. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui a connu l'apartheid. On peut comprendre pour l'Afrique du Sud facilement. Bon, il est vrai que nous avons connu, nous aussi, la guerre de 97. Ça a été une guerre assez atroce. Hein. Le sang a beaucoup coulé malgré tout. Le pays a été désarticulé, ça c'est certain. Bon, nous aurions pu envisager une chose comme ça au sortir de la guerre. Pour dire, bon, asseyons-nous pour regarder qu'est-ce qui s'est passé et tirer toutes les leçons pour qu'on ne retombe plus sur ce genre de choses. Bon, ça n'a pas eu lieu. Hein. Et dès 97, nous avions, nous, appelé à un dialogue national. C'était pas possible, on l'a pas obtenu. Aujourd'hui, 22 ans après, nous pensons qu'il est bon, surtout lorsqu'on tient compte de la situation dans laquelle le pays se trouve, il est bon que nous ayons un dialogue national pour regarder toutes les questions politiques, économiques, sociales et tout le reste, en tout cas pour relancer le pays, notamment les questions électorales. Bon, maintenant, je ne vois pas la nécessité de mettre en place une commission vérité et réconciliation après 22 ans, parce que la guerre c'était en 97, oui, ça fait 22 ans aujourd'hui, et je ne vois pas quel est l'intérêt de le faire maintenant, mais on peut toujours y réfléchir. Ok. Une autre question venue du Canada. Et si M. Sassou refusait votre intention de dialogue national inclusif, quels sont les moyens de pression que cette opposition pourrait mettre en place afin de faire plier Sassou et le PCT? Oui, c'est vrai. Nous demandons ce dialogue depuis 7 ans aujourd'hui. En face de nous, nous n'avons recueilli que le silence, l'indifférence du pouvoir. J'allais même dire un peu le mépris, à la limite. Mais nous avons continué durant ces 7 ans parce que nous pensions que nous étions sur la bonne voie
que c'était la seule solution qui était à la portée du Congo, de s'asseoir, parce que le Congo est une famille, et comme cela se passe même dans les familles biologiques, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, les gens s'asseyent pour regarder la situation, pour trouver des solutions et repartir de nouveau pas. C'est ce que nous demandons jusqu'à maintenant. Nous avons jusqu'à la dernière minute gardé l'espoir d'obtenir du pouvoir qui est en place, donc du président Sassou Nguesso, la tenue de la convocation d'un tel dialogue. Entre-temps, vous savez, dans la constitution qui est en place aujourd'hui, il est prévu un certain nombre d'institutions. Il y a un conseil national du dialogue qui a été prévu dans cette constitution. Il y a un conseil national des sages, un conseil national des jeunes, etc. Bon, ce sont des institutions consultatives d'après cette constitution. Et nous savons qu'entre-temps, certaines de ces institutions ont été structurées, notamment le Conseil national du dialogue, où l'on a placé notre frère, notre camarade Martin Berry, comme le secrétaire permanent de cette institution. Nous attendons qu'on nous dise ce qu'il en est. Pense-t-il qu'en convoquant un conseil, un dialogue à travers ce Conseil national du dialogue, qui n'est pas inclusif en réalité, parce que lorsqu'on regarde la composition, la composition de ce dialogue, de ce Conseil national, on se rend compte qu'il y aura nécessairement de l'exclusion. Et tenant compte de la grave crise dans laquelle se trouve notre pays, nous ne sommes pas sûrs qu'en organisant un dialogue à travers le Conseil national du dialogue, qui est là en ce moment, nous puissions sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Parce que, a priori, de par sa composition, ce n'est qu'un organe consultatif qui dira des choses qui seront déposées sur la table du président, qui en fera ce qu'il voudra faire. Je pense que le Congo mérite plus que cela aujourd'hui. Justement, dans le même cadre, Monsieur Raj Antak, il dit ceci. L'opposition est-elle prête à fédérer et parler d'une seule voix au cas où le PCT désignera Denis Christel Sassou Nguesso comme successeur à son père? Nous avons beaucoup parlé d'opposition congolaise. Nous avons reconnu qu'aujourd'hui, qu'elle n'est pas unie, qu'elle n'a pas arrêté des objectifs communs. Nous avons même rappelé l'histoire de ce qui a été fait par le passé à travers cet organe qu'on appelle le FROCAD, qui existe encore puisqu'il est dirigé par Mme Claudine Munari. Mais que j'ai invité d'ailleurs. Nous avons reconnu qu'aujourd'hui l'opposition est divisée depuis que nous sommes sortis des élections, de la dernière élection présidentielle. Il est évident que face aux difficultés, face aux épreuves, face aux enjeux du moment, ce n'est pas une mauvaise chose que l'opposition se retrouve et puisse disons, s'organiser ensemble, ne serait-ce que pour justement solliciter, exiger la tenue du dialogue dont nous parlons depuis un bon moment. Cela est possible. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est un devoir pour l'opposition de se ressaisir, de se remettre ensemble face aux enjeux politiques du moment. Ce n'est pas aisé du tout, parce que ce n'est pas tout d'être parti de l'opposition pour que l'on comprenne, pour que l'on voit les choses de la même manière. Donc, ce n'est pas une tâche aisée du tout. Okay, ça demande un travail. Ça demande, donc ça veut dire par là que on n'est pas encore arrivé à ce topic-là, dire que si jamais, parce que d'après ici, ce que nous entendons ici en public, que M. Sassou a déjà désigné son successeur. Donc, voilà. Est-ce que l'opposition sera prête à parler d'une même voix, d'après ce qu'il pose la question? Mais vu qu'on nous sommes encore arrivés... C'est ce que nous apprenons tous, nous entendons, c'est la rumeur dans le pays. Mais d'abord, c'est une question... Si le PCT en est là, puisque c'est ça le parti au pouvoir, c'est le parti du président Sassou, si les statuts du PCT permettent que le président du parti désigne son fils comme candidat, ça ne regarde que le PCT. Le PCT qui va sans doute prendre part à ces élections, qui aura un candidat, nous laissons le PCT gérer cette question de savoir, mais ce n'est pas le président sortant qui désigne le nouveau président. Il faut aller aux élections présidentielles. Maintenant, le choix du candidat du PCT
c'est l'affaire du Parti congolais du travail avant tout. Tout à fait. C'est l'affaire du Parti congolais du travail. Nous Avant allons, tout. nous allons Nous, prendre ce qui une... nous intéresse aujourd'hui, nous l'avons dit, Oh là là. c'est que nous ayons demain, aux prochaines élections présidentielles, des élections sérieuses, crédibles, et non pas qu'elles ne se passent pas comme elles se sont toujours passées dans notre pays. Voilà notre problème. Il est là avant le problème des choix des candidats, des successions et tout le reste là. Tant qu'on n'a pas réglé la question d'avoir dans notre pays une élection sérieuse, crédible dans notre pays, et tout ce qui se fera ne permettra pas à notre pays d'avancer. Ok. Dernière question, nous allons prendre parce qu'on n'est pas pendant 1 heure, on ne va pas rester longtemps ici. Que devez-vous, ça c'est monsieur Pungu du Canada, apparemment il ne vous lâche pas aujourd'hui, monsieur. Il dit, que devez-vous faire si le dialogue que vous attendiez n'arrive pas? Vos moyens de pression, allez-vous appeler à la désobéissance civile ou à un soulèvement populaire? Vous savez, tout ce que nous traitons aujourd'hui, ils sont des problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, concernent tout un peuple. Ça concerne tous les Congolais. C'est l'affaire des Congolais, avant tout. Qu'est-ce qu'un dirigeant, qu'est-ce qu'un leader politique, si le peuple ne prend pas conscience de la situation dans laquelle il se trouve? Nous, pour le moment, nous pensons que la meilleure voie à suivre, c'est celle du dialogue. Un véritable dialogue inclusif. Voilà ce que nous pensons. Voilà ce que nous proposons. Si le pouvoir en place rejette cette façon, le pouvoir en place va certainement proposer une autre approche. Nous verrons si cette approche nous intéresse, si ça nous permet d'avancer. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question du Conseil national du dialogue et j'ai pratiquement dit que nous ne croyons pas qu'à travers le Conseil national du dialogue, nous pourrons faire avancer notre pays quand on tient compte de la situation dans laquelle il se trouve. Donc, il n'est pas question pour nous d'envisager des solutions. Tout à l'heure, j'ai souhaité que tout ce qui devra être fait devra nous amener, devra toujours rester sur la ligne de la paix. La paix doit être notre leitmotiv pour que nous trouvions les changements, l'évolution, faire progresser le pays de manière paisible. La solution que nous proposons est une solution, disons, de paix. S'asseoir, se regarder, parler du pays, trouver des solutions ensemble, il n'y a pas meilleure façon de faire. Bon, maintenant le reste. Ah là là, le réseau là. Problème de réseau. Problème de réseau. Les dirigeants politiques ne sont pas les seuls. Le reste, ça regarde tout le Congo, ça regarde tout le peuple congolais. Ok. Ok, donc maintenant, je pense qu'on va pas rester longtemps. On était coupé là. Oui, non, c'est bon. C'est bon, on a eu tout le message. Hein. Vous savez, je coupais un peu là. Oui. Ok. Que pense... Bien. Bon, je ne veux pas parler de toutes ces questions-là, de constitution, tout ça. Cela, en ce moment, on ne sait pas. Ça ne nous intéresse pas. Hein. Je parle aux internautes, hein, parce que nous, on veut parler des solutions immédiates que nous devons apporter. Monsieur, je ne poserai pas la question là, Justin Ngomo. Alors, monsieur Mokweke, je voulais juste savoir, avez-vous des nouvelles des prisonniers politiques? Avez-vous des nouvelles de prisonniers politiques? Nous savons qu'il y a des prisonniers politiques. Non, je n'ai pas particulièrement de nouvelles parce qu'en parler signifie que je vais les voir et tout ça. Non, j'ai pas de nouvelles. Je sais simplement qu'un certain nombre de compatriotes sont en prison. Le général Mokoko, l'ancien ministre Okomi Sanissa, et je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. En tout cas, je sais qu'ils sont en prison jusqu'à maintenant, qu'ils ont été jugés, condamnés. Oh là là, le réseau. Le réseau, là... Et à des peines qui sont connues par tout le monde. Et je sais par ailleurs que chaque fois que le collectif des partis d'opposition c'était prisonniers politiques soit libéré. Parce que nous pensions que le pays n'en avait pas besoin. Ok. Mais tout est là. Ok, parfait. Donc, vous avez connu peut-être M. Mokoke, vous n'avez jamais eu, voilà, sa famille vous approcher et dire que voilà,
Parce qu'on ne voit pas ses enfants jusqu'à présent, ni personne de sa famille. Hein. Vous n'avez pas le vent de sa famille? Est-ce que voilà, sa famille n'est pas inquiète au niveau du pays? On n'en parle pas là. On ne voit jamais sa famille. Non, comme pour tout le monde. Ces prisonniers politiques ont forcément des familles biologiques. Ils ont des amis, ils ont des camarades, ils ont des militants de leur parti. Ces gens, je suppose, les visites, leur rendent visite, ont plus de nouvelles sur leur morale, sur leur état de santé. Ça, c'est possible. Ok, parfait. Alors, dites-moi, monsieur Mokoke, vous êtes libre de circuler librement? Mais je vis au Congo, je crois que je suis libre de circuler, de voyager à l'intérieur du pays. Je ne suis pas du tout inquiété. Ok, ça c'était juste pour clore le débat. Donc, d'après ce que les gens disent ici, hein, que je lis ici, ils disent qu'apparemment l'opposition congolaise n'a pas de solution pour sortir de la crise. Ils attendent tous Monsieur Sassou puisse décider. Moi, j'aurais un peu honte, un peu quand les gens disent ça. Bon, mais voilà, c'est ce qu'ils disent ici. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions ici. Nous voulons connaître la vue sur la place concernant les élections 2021. Bon, on a déjà parlé des élections 2021 ici. Je ne sais pas, il y a monsieur Justin Gomo qui nous pose la question de savoir. Nous voulons connaître l'avis de l'opposition sur la place concernant les élections 2021. Bon, et monsieur Mokoko a déjà répondu à beaucoup de questions, là, largement. Si vous voulez peut-être répondre encore à cette dernière question, et puis on va quitter un peu parce que on va pas rester là jusqu'à 15 h. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Vous avez l'occasion ici avec monsieur Mokweke, si vous parlez ici beaucoup, ici, là, voilà, l'opposition, ceci, cela, voilà. Posez des questions ici, on est là. Donc, il n'y a pas de plus de questions. Monsieur Mokweke, un mot de la fin pour nos téléspectateurs? Ben, ce que je voudrais dire pour conclure, d'abord vous remercier de m'avoir invité à votre chaîne, m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant les Congolais, de donner un point de vue, de répondre à vos questions. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord le vœu que je voudrais exprimer et l'espoir que je garde pour mon pays. Et quelles que soient les difficultés du moment aujourd'hui, les tendus que nous traversons aujourd'hui, cette crise gravissime, je suis sûr que les lendemains pourront être meilleurs, pourvu que les Congolais fassent preuve un peu plus de sérieux, qu'ils aient la volonté de se concerter, de s'entendre et de mettre le Congo avant toute chose. Si nous pouvons réussir à considérer que la question principale, ce n'est pas la question de la conquête du pouvoir, ce n'est pas la question de la conquête ou de la conservation du pouvoir, mais que c'est beaucoup plus notre pays qu'il faut reprendre à main, je pense que c'est ça qui est important. Personnellement, avec d'autres camarades, nous réfléchissons aujourd'hui sur d'autres manières, d'autres façons d'aider notre pays. Et quand quelqu'un me disait tout à l'heure, libérer les places, je dis, ce n'est pas forcément pour demeurer des ministres ou des présidents. C'est pas ça qui importe. Je voudrais, en ce qui me concerne aujourd'hui, tirant un peu les leçons de l'expérience que j'ai, essayer de servir mon pays d'une certaine manière, que je préciserai les jours qui viennent. En ce sens qu'il s'agit d'apporter une réflexion qui tienne compte de ce que nous avons vécu et comment faire pour que sans être ministre, sans être président de la République, sans être tout ce que vous pouvez imaginer, parce que les gens pensent que la politique ne se fait qu'à travers cela, essayer de contribuer à la mobilisation des... Le réseau Congolais, à faire que les Congolais prennent des initiatives, à déceler au sein des Congolais des idées nouvelles, des initiatives, et je voudrais m'associer à d'autres camarades pour que les idées nouvelles qui permettent au pays d'avancer, pour que les initiatives nouvelles puissent être mises en exergue, je voudrais travailler à la promotion de ces idées nouvelles, de ces initiatives nouvelles qui peuvent partir de Congolais, quel que soit l'endroit où ils peuvent se trouver. C'est pas forcément pour être ministre, pour être cela forcément. C'est pas ça le cas. C'est un peu ce que je souhaite, c'est que nous puissions ensemble privilégier le Congo avant toute chose. Aussi longtemps que nous chercherons, nous verrons les choses à travers la question du pouvoir. Qui va avoir le pouvoir, qui n'aura pas le pouvoir et tout le reste, nous ne réglerons pas les problèmes. Tout à fait. Voilà ce que je voudrais dire en conclusion. Merci beaucoup encore, monsieur Mokweke. C'était vraiment un plaisir de vous avoir
Parce que vous avez pris le temps de nous recevoir, hein, surtout du Congo là-bas, c'est pas évident. Hein. Il est 15h. Donc vraiment, vous êtes le bienvenu dans le show, Monsieur Mokeke. Vous serez toujours le bienvenu ici, quel que soit le temps. Donc le show, il sera... C'est moi. Le show, il sera disponible sur YouTube dans quelques secondes. Et naturellement, vous pourrez toujours suivre voilà, le show. Donc en ça, c'est moi. Je veux reprendre l'antenne et puis merci encore. Merci beaucoup, M. Kayi. À la prochaine. prochaine. À la prochaine, c'est moi. Je remercie tous les compatriotes qui ont posé des questions. Ok. Merci, M. Mokoke, vous remercie, hein, tous les compatriotes. Et ça, il y a ma colère V, hein, voilà. Merci encore, M. Mokoke, je reprends l'antenne. Donc, vous avez eu là M. Christophe Mokweke, qui est avec nous en ligne depuis le Congo-Brazzaville. Dans toutes les questions qui ont été posées ici, vous avez tous suivi. Maintenant, à chacun d'en tirer la leçon et à chacun de comprendre ce qu'il y a à faire. Nous ne pouvons pas poser des questions à tout le monde parce que nous sommes là depuis 13h et nous ne pouvons pas prendre les questions de tout le monde parce que nous sommes là depuis 13h. Mais est-il que vous pouvez continuer à laisser des questions sur la chat parce que M. Christophe a décidé de répondre sur ces questions-là à travers, par écrit, sur la chat live. Donc, nous attendons notre prochain invité ce lundi. 2 invités que nous allons avoir lundi, mardi. Et comme je vous ai annoncé hier, nous allons avoir vraiment beaucoup de shows qui vont arriver là. Donc, je vous laisse en compagnie de Kessi Monteyano, un jeune Congolais que j'ai passé hier aussi, je crois. Donc nous sommes en mode promotion. Donc je vous laisse suivre Kessi Monteyano. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Dans la peau, muntu ojokele mata kandarishiri kambe mabanza parichifweni mabanza yaya chinita safonjenda muchinsafta masta fonjenda nakala kumakelekele ngwala muzingu nwana chana mamba mabatelekele ambe keshinaka wait babingi bamana sana l'école baisa duka nchana icon za la vie menompa sishingi kambe niko betutakwe nwani nibo Brazzaville yerikwa mundama ya tsuna zandure wa bima byala manasumba kambe byala manasumba byo byeri byanga kambo byala manasumba talabonga lubonga bongeno olyola wonda ncheto tuwonde no talanimba kwaluweye nimbe no la tusakanana beto tweka Nintendo na kisa volume wanakutela isa na kusongela monument la isa mochiwachi wombele talamanishi onele enge na kisa volume wanakutela isa na kusongela monument la isa mochiwachi wombele talamanishi onele enge chaku kambe changana chenaku talachandi chivyenaku kuchichandi mbebatela wo le Congolais c'est lui-même fait la peau police milice criminelle juste la langue malgré que j'écris mes nerfs écris mon être en quête harmonique unique dans l'harmonie des cris à l'aide mais à des kilomètres j'aperçois des montagnes esquine man faut que je m'esquive tu m'excuses le combat du nord et du sud n'inspire que le commun des mortels les MC s'usent comme un aimant la guerre attire le malheur et donne des morts guerre versus les enfants du treillis défendus têtus pourtant enfants du pays Isa volume wanakutela Isa na kusongela monument la Isa mochiwachi wombele talamanishi wondele enge na Kisa volume wanakutela Isa na kusongela monument la
Disa, Mochiboachi Wombele, Talama Nichi Wondele, Henge. Le développement du pays passe par ses fils. Pour le comprendre, pas besoin d'être un novice. Appel à l'autorité, cri de détresse, la jeunesse a besoin d'aide. Pardon, SOS. 242 represent.